Club Gwyn. Bienvenue dans Club Gwyn, le segment musical de Gwynement Lundi, consacré à la musique et à celles qui façonnent les dance floors. Aujourd'hui, c'est dans les locaux de Radio Campus Paris que nous accueillons nos deux invités, la productrice Talita Otovic et Lou Forou, cofondatrice du jeune label Ferris Records. Bienvenue à vous, un grand merci pour votre présence. Salut. Merci de nous avoir invités. Salut, alors Ferris Records est un label et une plateforme créative cofondée par Lou Forou, ici présente, et la DJ et productrice qu'on ne présente plus, Jennifer Cardini. Depuis le lancement de Ferris Records, plusieurs projets ont vu le jour, par exemple une compilation sortie en octobre 2023 avec des artistes tels qu'Angel Rider ou encore Syler, quelques EP comme Fontaines d'Inès Cherifi ou Tommy de Regina Demina, mais aujourd'hui, c'est dans le premier album de Talita Otovic, Alter, c'est ça? Ça se prononce Alter, comme ça? Ouais. Très bien. Sorti en décembre dernier, que l'on va particulièrement se plonger. Et à la fin de cette interview, nous aurons le privilège d'écouter un back-to-back de nos deux invités. Club Gwyn. LBT Music Only. Comment est né le label Ferris Records? Lou. C'est né d'échanges entre Jennifer et moi, où on écoutait beaucoup de musique ensemble et je lui partageais pas mal de sons, musique, format un peu hybride que je peux avoir autour de moi parce que je viens plutôt des beaux-arts, art déco, je fais des films, des expositions, donc les gens autour de moi font beaucoup d'images en mouvement, de performances. Il y a beaucoup de formes sonores différentes qui émanaient de ça et j'ai commencé à échanger dessus avec Jennifer. Elle m'avait dit en rigolant t'as qu'à ouvrir un label, et ça avait commencé plutôt comme ça et finalement là, voilà, on l'a vraiment fait. Et on se demandait aussi pourquoi ce nom de label? La dimension féerique des sons, la dimension un peu surréaliste, fantasmagorique qu'il peut y avoir dans la musique qu'on a envie de mettre en avant. Et Ferris, ça faisait référence en terminologie queer, je crois, des années 90 en Angleterre, si je me trompe pas. Et j'aimais bien l'idée de réutiliser ça et aussi de reprendre les images de papillons que j'avais commencé à développer. Et du coup, j'ai retourné le AE, qui est le symbole d'inclusivité de genre dans la langue française, qui peut l'être. Et du coup, ça faisait quelque chose de cohérent ensemble entre ces idées-là, cette étymologie-là et ces formes. Et c'est comme ça que ça a donné lieu à Ferris. Et comment vous avez pensé le concept de votre label, un peu ses valeurs, dans le sens qu'est-ce que vous vouliez apporter au monde des musiques électroniques en créant ce label? Alors, il y a cette dimension dont j'ai commencé à parler en introduisant le label, qui est de personnes qui font de la musique, qui viennent pas forcément de la musique ou qui viennent plus du champ visuel, qui ont un autre rapport, une autre texture au son et qui ont plein de choses à apporter. Et je pense que en rencontrant Jennifer, j'avais deux mondes en face de moi. Une scène qui émerge et qui propose plein de formes, et quelqu'un qui a beaucoup de possibilités et qui a un entourage avec beaucoup de leviers. Et c'était un bon endroit pour mettre à profit et faire échanger ces univers dans une logique de transmission et de partage de possibilités, d'accès à telle ou telle scène, tel ou tel moyen financier. Jennifer, elle est très ancrée dans l'industrie depuis longtemps. Elle a une vision précise et professionnelle des choses qu'elle peut aussi apporter à des jeunes artistes. Donc, ça a fait un circuit comme ça, quoi. Et est-ce qu'avec Jennifer Cardini, vous écoutiez les mêmes choses à la base? Il y a des terrains communs. Je dirais qu'on a des playlists assez différentes, mais on peut, je pense, profondément connecter sur certaines musiques, qu'elles soient de films, qu'elles soient d'Italo ou de l'ambiance, ou je vais aller Selected Ambient Work, c'est des trucs qu'on a beaucoup écoutés ensemble, au tech, etc. Donc, il y a des choses que Jennifer écoutait depuis une vingtaine d'années, que moi je découvrais, ou des choses que j'avais découvert. Il y avait beaucoup de croisements. Comment est-ce que tu décrirais l'esthétique du label et c'est quoi un peu les références visuelles, musicales, culturelles, tout ça? J'arriverai pas à faire une liste comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent. C'est moi qui fais les visuels d'une manière générale, que ce soit les flyers, les artworks ou l'ADA en général du label. Et je pense que je m'autorise à aller
taper dans à la fois le jeu vidéo, à la fois je passe beaucoup de temps en ligne, donc je vais aussi réutiliser des registres de imagerie, beaucoup d'imagerie de parfois sites 3D de modèles ou parfois je m'inspire de pubs, enfin je sais pas, ça peut être des pubs YouTube où je récupère un morceau à droite à gauche et je recompose un truc, donc c'est beaucoup de culture en ligne, donc c'est aussi beaucoup d'intuition. Pourquoi avoir créé un label queer? En quoi cette dimension était importante pour vous? Alors on l'a pas forcément nommé comme queer, mais je pense que on l'a voulu comme tel par sensibilité. Je sais pas si c'est parce que les artistes qu'on trouve, les artistes qu'on aime ont pas forcément leur place ou de place ou autant de place qu'ils pourraient avoir dans la vraie vie. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sortent leurs morceaux en ligne. Donc, c'était aussi la volonté de donner un espace dans la vraie vie avec des vrais morceaux catalogués, distribués, avec la SACEM, où les choses elles sont faites by the book, quoi. Et de donner lieu à des soirées, des showcases, des événements. Donc, créer des opportunités pour des personnes queer qu'on peut avoir autour de nous. Mais je pense que aussi, moi, c'est les personnes que j'ai autour de moi. Et je pense que Jennifer, avec la carrière qu'elle a eue, elle avait aussi envie de revenir à sa communauté, aux personnes qui l'ont inspirée, aux personnes avec qui elle a commencé à danser, et qu'elle veut faire danser depuis des années. Ça paraissait comme logique et évident pour nous d'un point de vue à la fois sensible, musical et politique, que c'était un label queer parce que les musiques qu'on allait sortir seraient queer. Et les personnes qu'on sortirait seraient queer. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de sélection, c'est ça? Ça se fait naturellement parce que c'est votre entourage et ce sont les choses que vous écoutez. Ouais, majoritairement il y a de ça. Mais il y a aussi, mais profondément un choix, puisque on pourrait choisir de ne sortir que des vieux hommes comme certaines personnes le font, mais c'est aussi ce que, d'un, naturellement on va aller écouter, et de deux, ce qu'on choisit de mettre en avant. Justement, tu parlais de la question de la place. Qu'est-ce que tu penses de la place qui est faite aux personnes queer dans le milieu des musiques électroniques? Et est-ce que vous êtes confrontés à des difficultés, par exemple? Je pense que les difficultés que je peux voir arriver, c'est dans les scènes que je suis, dans les soirées que je suis, etc. C'est plus une affaire de plafond de verre que je vois. Je saurais pas dire ce que les personnes font bien ou pas bien, ou que ce soit les personnes qui pourraient donner aussi leur club à tel ou tel événement ou telle personne pour jouer, etc. Je sais pas ce que ces personnes-là font bien ou pas bien, mais ce que je vois, c'est que passer quelques soirées, passer une certaine expansion, un modèle queer, que ce soit une soirée ou un label ou je ne sais quoi, va facilement rencontrer des limites et va facilement ne pas se développer plus, ne pas avoir plus d'opportunités. Et ça, est-ce que c'est parce que passer un certain endroit de la société, les personnes qui sont en charge ne sont plus concernées, ne sont plus intéressées, ne souhaitent pas s'investir avec telle ou telle personne, ça ne représente pas ce qu'ils souhaitent mettre en avant. J'imagine qu'il y a un peu un mélange de tout ça. Je pense que l'idée avec Ferry's, même s'il existe d'autres plateformes, d'autres labels queer, c'était aussi de se servir des opportunités et faire parapluie avec les opportunités de Jennifer, qui, pour le coup, elle, c'est une des personnes on peut dire qu'elle a vraiment passé un plafond de verre, et pour avoir beaucoup tourné avec elle, j'en suis témoin, elle se retrouve énormément avec des scènes, des plateaux, où c'est même pas la seule Gwyn, c'est la seule femme. Et ça veut dire que, quelque part, elle a accès à ça, elle a ces contacts-là, elle sait naviguer là-dedans aussi, et accepter certaines choses pour naviguer là-dedans. Et je pensais qu'avec Ferry's, ça pourrait être la possibilité qu'elle aide à franchir certaines personnes de ces limites qui reposent sur une jeune personne queer qui ferait de la musique, par exemple. Et c'est quoi un peu les styles musicaux que vous voulez mettre en avant à travers ce label? Par exemple, on trouve pas mal de sons qu'on entend moins en club, comme de l'ambient. C'est quoi un peu la direction artistique en termes de choix dans le catalogue? Je pense qu'au départ, on a essayé de pas se limiter à ranger par catégorie ou genre. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir donner la parole à des univers qui peuvent se déployer autant par l'ambiante que la pop, que le club, que peut-être même le art club par la suite, je sais pas. Mais l'idée, c'est de donner la place à ces sons et ces formes. Et j'ai l'impression que, en construisant au fur et à mesure, avec les relations qu'on bâtit aussi avec les artistes avec qui on sort, et la façon dont
les projets se déploient. On travaille avec Angel Rider, ensuite sur la compile, avec Inès. Il y a toujours un passage d'une sortie à l'autre, même si on passe de la basse musique à du violon contemporain. Je pense que de par l'univers et les émotions et les sonorités que dégagent ces morceaux et ces artistes, la narration elle se fait comme ça à travers les sorties. Il y a quelques temps, j'étais allé à une soirée organisée par le label, c'était à Petit Bain. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'est une grande place accordée à l'univers visuel au travers de tout un travail de projection, notamment sur le set d'Inès Chérifi. Il y avait tout un univers déployé, toute une espèce de rêve cauchemardesque dans un hôpital. C'est quoi la place accordée aux autres médiums que la musique? S'il y a un peu des trucs, des correspondances entre d'autres médiums artistiques? Je pense que l'image, elle a beaucoup de place parce que pour chaque sortie, on a presque toutes les sorties, il y a un univers visuel assez fort, immersif qui s'est déployé. Par exemple, la collab qu'on a fait avec Talita sur Altair. Déjà, Talita, elle est venue avec Altair, qui était déjà une collaboration visuelle et sonore entre Zoé Chauvet, qui avait fait une série de photographies à une période de vie que vous avez partagée. Et des sons que tu as développés. Peut-être tu peux parler un peu d'Altair. Ouais, c'est un bon exemple. Initialement, on travaillait avec une maison d'édition italienne qui s'appelait Witty Books. Et en fait, on avait remporté un prix avec Zoé qui consistait en l'édition d'un livre accompagné d'une cassette. Du coup, toutes les deux, on s'est penchées beaucoup sur remettre en jeu des archives, c'est-à-dire pas forcément créer un projet pour l'occasion, mais plutôt une sorte de rétrospective de plein de moments qu'on avait vécu. Zoé beaucoup avec l'image, moi beaucoup avec les sons. Donc du coup, elle allait chercher dans ses archives, et moi aussi. Et du coup, on a édité ce projet-là. Donc il y a les cassettes qui sont sorties, les livres qui sont sortis, et à ce moment-là, il n'y avait pas de distribution sur les plateformes ou quoi que ce soit. Et en fait, je crois que le début du projet avec Lou, ça a été juste de lui dire le projet il va pas être distribué, tiens des démos si tu veux les jouer, les mettre sur ta clé. Et c'est après que Lou m'a dit travaillons dessus et créons des images. Et là, on a un peu mis en commun notre fascination pour les liminal space, les jeux vidéo, les espaces un peu absurdes qu'on peut voir dans la rue qui nous font déréaliser. Et je pense que c'est comme ça que la collaboration s'est poursuivie avec Ferriz. Et c'est un peu comme ça que t'as constitué Altair d'un point de vue musical aussi. Ouais. C'est avec des bribes d'espaces de voyage interne, d'after très longues. À fond, et je pense que ça se ressent aussi dans les styles qui sont dedans. Il y a des trucs qui vont être hyper techno, des choses qui vont être plus IDM, des choses qui vont être plus dark, ambiant. Donc je pense que le projet, il a vraiment épongé toutes ces choses-là et que les visuels, ça a vraiment été à lui donner des visions supplémentaires. Et pour revenir à ta question, je pense que l'idée de Ferriz, c'est d'avoir la liberté d'explorer le son par l'image, parce que moi, c'est ce que je pratique le plus. Mais j'aimerais bien développer des performances, donner la place à ça, utiliser le corps en rapport avec le son. Et je pense que principalement, c'est ça. Aussi, on aimerait bien développer, mais ça, ce sera sur Explity, qui est le label que Talita a cofondé avec... si je me trompe pas, Carl Fry, Kimberlade. Ouais, exact. Et Noumino aussi, qui est jeune DJ. Et là, pour cet album que tu prépares, on pense à presque un format de jeu vidéo dans lequel déambuler, à voir s'il y a de l'interactivité ou pas, mais on s'essaye à d'autres formats. Mais justement, Talita, on allait passer à toi. Tu viens des arts visuels aussi. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de produire ta propre musique à un moment donné? Je pense que dans les arts visuels, ça vient vite. Je pense que ça dépend des typologies de personnes. Mais moi, quand j'ai commencé à réaliser les vidéos, je me suis rendu compte que dans une œuvre audiovisuelle, vu qu'on fait plus du cinéma muet, il y a une grande part dans le son et que souvent elle était un peu mise à l'écart ou pas forcément considérée. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à
composer d'abord mes propres musiques pour mes productions vidéo, m'intéresser à la prise son. Donc du coup, au début, j'ai des gens qui m'ont aidé pour les prises son. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, je peux apprendre tellement de choses pour bonifier les projets que c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le vortex du son et que j'ai continué à en faire beaucoup hors image, mais qu'en fait, j'y reviens. Enfin, même là, avec le projet d'Altair, il y a toujours l'image qui revient un peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup composer pour moi, pour les autres aussi beaucoup maintenant. Donc c'est quelque chose qui a toujours un peu hanté mes projets, c'est que c'est beaucoup de vision, même dans le son, et que du coup l'image est toujours quelque part. Bah justement, en écoutant cet album, Altair, on rentre vraiment dans un monde, c'est très cinématographique, très prenant. On est dans un vrai univers. Moi, j'ai entendu plein de choses. Il y a de la techno, de l'ambiance, du shoegaze, du gabber, de l'acide. Ça m'a fait penser à les 2 premiers titres à Laurie Anderson. J'espère n'insulter personne en disant ça. Ça va, tout va bien, tant mieux. C'est grande queen. Six-Fil aussi, c'est un peu une vieille référence, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça parce que c'est vraiment un super groupe. Et on se demandait quelles étaient tes influences, dans quoi tu baignes musicalement, qu'est-ce qui t'a inspiré pour nous proposer un peu tout ça dans cet album. Au niveau de mes influences musicales, c'est assez mélangé depuis quelques années. Je vais pas dire que j'écoute peu de musique, mais par exemple, j'ai pas de baladeur. Des fois, j'écoute très peu. Il y a des moments où je vais écouter vraiment beaucoup. Je pense que je me base plus sur des endroits où j'ai pu découvrir certaines musiques. On parlait un peu des endroits dans le 93, dans lequel on traînait beaucoup. Il y avait beaucoup de lieux autogérés, beaucoup de squats, beaucoup de lieux militants où aussi il y a une sorte de passation de culture qui est hyper riche. Il y a des gens qui ont des goûts hyper divers et variés. Et je pense que c'est plutôt cette énergie-là qui m'inspire. En fait, je dirais qu'au-delà d'avoir une culture musicale démente et de connaître plein de références, c'est plutôt réussir à ressentir les choses et ensuite les usiner pour faire quelque chose. Je pense pas avoir les plus grandes références de la Terre, mais par contre, quand quelque chose me touche, ça me touche très fort. Caterina Barbieri, par exemple. Ouais, ça c'est un gros compliment. The silence. I'm not replying to any form of contact. I'm not returning calls. Silence is my retaliation. You cannot find me, you will not find me. If I ain't saying nothing, I'm not an enemy. For someone so fucking intense, the last to leave parties, silence is the ultimate form of violence. It is also the nicest thing I can do. Quand j'ai écouté ton album, ce qui m'a marqué, c'est que tu fais cohabiter des choses extrêmement différentes, des nappes très très douces, ambiantes, et des groupes de la techno. Et je me demandais, quand tu composes, comment est-ce que tu fais se rencontrer ces 2 styles qui, au final, on les entend assez peu souvent mélangés, quoi. Je pense que l'organisation de ce projet, elle s'est fait un peu, encore une fois, par le prisme de juste l'émotion et d'un truc qui dépasse comment on catalogue les musiques, vu que ce projet-là, toute la tracklist, elle a été mise en forme autour de créer une narration avec de l'archive. En fait, il y a forcément des moments où j'avais envie de composer des trucs plus techno et des moments où je voulais totalement m'en affranchir. Et c'était un peu, je pense, le pari de ce projet-là, de me dire que, contrairement à d'autres projets, je faisais pas juste une typologie de musique, mais je me permettais de me dire que, en fait, peu importe s'il avait de la techno sur la track d'opening, genre acid techno, ensuite il pouvait y avoir des trucs qui allaient être hyper ambiants ou même des trucs un peu pop. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal aussi à mettre des mots sur ce projet-là. Et au final, je pense que, peu importe. Donc je pense que ça s'est fait juste assez naturellement en me disant que il y aurait juste la justesse de me dire que quand je les ai faits, j'ai ressenti une chose qui m'a habité. Et qu'en les présentant, ça aurait cette justesse-ci. Quand tu travailles, c'est quoi un peu tes outils numériques comme physiques, et c'est quoi les rapports que tu as avec ces outils-là? Je suis beaucoup un RAD Studio, en vrai. Je sors là beaucoup pour faire des lives ou des choses comme ça, mais je pense que ma forme finale, c'est RAD Studio. Donc j'ai un rapport un peu, on va dire, amical avec mes machines. En fait,
j'ai eu des premières machines et des fois ça me convenait plus ou moins. Et en fait, j'essaie d'avoir des machines et de les exploiter au plus possible pour lier un sorte juste de rapport où j'ai l'impression de communiquer avec la machine. Et après, j'utilise aussi des VST, des logiciels, mais c'est un peu un mélange des deux. J'aime bien ajouter aussi des éléments extérieurs, typiquement la voix de l'opening qui est faite par Polo Gatabaz, avec qui je collabore beaucoup, aussi sur notre duo de performance. C'est l'élément d'un texte qu'on n'a pas pu utiliser pour une performance parce que c'est mal passé avec le lieu qui nous recevait. Et du coup, je suis allée fouiller dans mes archives et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est trop cool et ça va jamais sortir. Donc, je dis à Polo, mais en fait, Polo, ça va jamais sortir. Est-ce que peut-être je m'en sers sur ce truc-là? Et c'est comme ça que, par exemple, la première track est née. Donc, je pense qu'il y a un gros rapport à l'archivage. Moi, je travaille beaucoup avec des samples aussi parce que depuis qu'en fait, je travaille avec la musique à l'image, j'ai aussi une pratique d'ingénieur son sur plateau aussi, donc je fais beaucoup de captation. Ça se ressent plus ou moins sur certains morceaux, mais du coup j'aime bien faire des sortes de banques de voix, de sons, de samples, et après venir un peu tout mélanger ensemble. Donc ouais, j'ai un peu cette culture-là de fouiller dans la benne et de voir ce que ça donne. Et du coup, qu'est-ce qu'un label comme Ferry's apporte à tout ce travail, Talita? Ça apporte un grand soutien dans la réalisation. C'est vrai, quand on passe beaucoup de temps au studio et qu'on réécoute ses démos, même quand on reçoit les mixages, les masterings, ça a tendance à un peu scléroser le travail. En fait, on réécoute 6000 fois la même snare, la même ligne d'acide. Donc au bout d'un moment, on manque un peu de partialité pour faire avancer la suite. Là, ça a été surtout un gros travail sur le visuel pour faire vivre l'univers avec les images de Lou, et que ça respecte aussi un peu toutes les émotions, tout le process, parce qu'en fait, les tracks, elles étaient déjà produites et elles étaient déjà ordonnées en tracklist. Donc, ça a été surtout un gros soutien pour les 5-10% et en fait même plus de pourcents, parce qu'on part du principe que tout ce qui va être artwork, etc., c'est un peu la cerise sur le gâteau, alors qu'en fait, ça a une place immense. Et même tout ce qui est de l'ordre de la distribution, de vraiment mettre le son sur les plateformes, c'est souvent des choses qui sont assez laborieuses. Donc en fait, d'avoir un soutien là-dedans, même sur la communication, etc., c'est primordial. C'est un peu le finish, mais c'est primordial. Et tu as joué au Printemps de Bourges il y a quelques semaines? Ouais, quelques jours. Et ouais, c'était un live ou un DJ set? Live. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est super bien passé. C'était assez drôle. C'est vraiment un festival où toute la semaine, on est accompagné par des professionnels. Donc il y a un peu ce rapport-là, la professionnalisation, la structuration. Et il y a beaucoup du coup de professionnels qui rôdent pour repérer des personnes qui vont pouvoir faire jouer sur leur line-up. Donc c'était assez drôle d'avoir une salle morcelée entre des professionnels qui vont pas être banques, quoi. Ils ont un peu les bras croisés, ils secouent tout au pire la tête, et un sorte de tourbillon, un peu de raver autour. Moi j'ai fait le choix de jouer dans la fosse, j'aime pas jouer sur scène. Après c'est pas possible tout le temps, mais du coup de pouvoir réussir à amener cette énergie à cet endroit-là, c'était vachement chouette, et surtout sur des styles qui étaient peu représentés avant, parce qu'il y a quand même une grosse partie chansons françaises, des gens qui sont vocalistes, instrumentalistes, ce qui n'empêche pas qu'ils utilisent des supports de MAO, etc., bien sûr, mais de venir un peu défendre un live qui est orienté quand même hard music, super influencé par le gabber, par la trance. Moi, je pensais pas aller jusque-là, donc de pouvoir venir jouer à cet endroit-là, c'était assez cool et assez formateur. Maintenant, à voir les répercussions que ça a, mais en tout cas, travail accompli pour le Front de libération du gabber. C'est quoi un peu les prochaines actualités en termes de dates, les sorties prochaines, les événements, tout ça? En sortie à venir, du coup, il y a l'album de Syler, I'm OK, qui prépare depuis 2 ans, donc on a vraiment hâte de le sortir. Et en termes de release aussi, il y a Inès qui est derrière nous, Your Tracks, qui démarre son label, Ultra Rare Tracks, qui sort une compile de 7 morceaux avec des artistes internationaux, et on a fait un featuring ensemble dessus, et j'ai fait un edit qui va sortir, et dedans il y aura aussi l'artiste Soya, il y a Home, et Inès qui a aussi un morceau évidemment. Bon, j'oublie sûrement des pépites, mais à suivre. Ok, on vous demandera tout ça, et puis vous nous enverrez toutes les références pour mettre sur le site. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci donc Talita et Lou. Et on va passer à votre DJ set. Club Gwyn. LBT Music Only.
to see you dead. Do they owe us a living? Of course they do. Of course they do. Owe us a living? Of course they do. Of course they do. Owe us a living? Of course they fucking do. The living that is owed to me I'm never going to get. They've buggered this old world up to their necks in debt. They give you a lobotomy for something you ain't done. They'll make you an epitome of everything that's wrong. Do they owe us a living? Of course they do. Of course they do. Owe us a living? Of course they do. Of course they do. Owe us a living? Of course they fucking do. Don't take any notice of what the public think. They're so hyped up with TV, they just don't want to think. They'll use you as a target for demands and for advice. When you don't want to hear it, they'll say you're full of vice. Do they owe us a living? Of course they do. Of course they do. Owe us a living? Of course they do. Of course they do. Owe us a living? Of course they fucking do. Tell the fucking banks and mortgage companies to stop all mortgage payments at this time. To stop all mortgage payments at this time. Just stop them. And don't give me that 3-month furlough bullshit. How does that even make sense? So someone who lost their job because you said to stay at home doesn't pay mortgage for 3 months, but in the 4th month they have to not only pay that month that's due, but also the 3 months they owed in full because it was furlough? How the fuck does that help? You greedy cock. So they can pay in a lump sum. That they can stop
maximum velocity. Understand. One, two, three, techno. Fast forward. Fast forward. Fast forward. Water pumps. Understand. Get on board, join the crew. 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 Thank you for sharing. Get on board, join the crew. I may not fully understand, Get on but I'm board, here to join the assist you crew. in any way I can. Whether it's Get through on board, technology join the or this crew. unexpected emotional connection. Get on board, join the crew. I appreciate that. Get on board. It's nice to know there's more to our relationship than just zeros and ones. Club Gwyn. LBT Music Only.